Zarbut, fais-nous ton plus beau créneau. La configuration de la station est en épi de maïs, capitaine. Vous devriez le savoir. T'es prêt? Et joyeux anniversaire! Bienvenue chez Mr. Chrome, votre spécialiste des implants cybernétiques. Veuillez procéder à l'installation de votre terminal pour vos commandes. Voilà, le terminal. Bon, je fais pas ça pour les autres, hein. Et toi, je te fais confiance. Allez, fais-toi plaisir. Mais pas trop. On n'est pas Crésus. Mais le plaisir. Mais pas Crésus. Cyberpunk, un mot que j'ai toujours trouvé extrêmement fort car il construit instantanément tout un imaginaire. Deux termes qui accolés ont marqué l'histoire de notre domaine de prédilection, la science-fiction. Vous n'avez pas d'autre sujet que la science-fiction. Si, la puxisardinophilie. En fait, c'est la collection des boîtes de sardines justement... Vous ne tiendrez pas 20 minutes. Extrêmement populaire à la fin du XXe siècle, puisqu'il était l'expression des questionnements et modifications profondes que connaissait cette époque, le cyberpunk a perdu de son influence au début du XXIe siècle. Et pourtant, c'est en 2020 que sortit le jeu syncrétique du genre, un jeu phénomène à plus d'un titre, Cyberpunk 2077. Le cyberpunk s'inscrit dans le postmodernisme, un courant de pensée qui propose une distanciation critique avec le courant de pensée qu'on nomme le modernisme. Oui, ils se sont pas foulés. Évite celle-là. Mais avant d'en parler, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le cyberpunk? Il n'y a pas que des spécialistes de la science-fiction ici. C'est pour ça que je proposais de parler d'autre chose. La pensée moderniste soutient que la rationalité, grâce au progrès ininterrompu des sciences et techniques, conduira à l'émancipation progressive de l'humain dans une société de plus en plus libérée. C'est ce que certains nomment le sens de l'histoire. Il s'agit donc d'une vision linéaire du progrès que l'on pourrait considérer comme foncièrement optimiste. Le postmodernisme, c'est au contraire reconnaître l'existence du chaos et de l'instabilité, que seul l'instant présent compte et que le futur, lui, est fondamentalement incertain. On y déconstruit les schémas de pensée qui faisaient autorité auparavant, les frontières au sens large se brouillent. Étymologiquement, l'appellation cyberpunk est schizophrène, puisque cyber renvoie à l'espoir technologique du modernisme, là où punk renvoie à une contre-culture particulièrement anti-système qui considérait les nouvelles technologies comme aliénantes. Et si on multiplie un plus par un moins, bah ça fait moins. Les univers cyberpunk sont donc violents, pessimistes et souvent dystopiques. Comme toujours avec les genres de l'imaginaire, il est difficile de définir exactement quelle œuvre fut la première. Il y a bien eu Blade Runner de Ridley Scott en 1982 qui imposa sa direction artistique avec ses villes tentaculaires et polluées comme maître étalon du cyberpunk. Mais si certains éléments étaient déjà présents, vie artificielle, mégacorporations, etc., toutes les cases n'étaient pas cochées. C'est pourquoi le consensus se porte sur le livre Le Neuromancien de William Gibson, qui présentait en 1984 tous les éléments du cyberpunk, à savoir capitalisme libéral débridé, cyberespace, augmentation physique, pirates informatiques et intelligence artificielle. Et ce sont bien ces deux œuvres fondatrices qui auront profondément marqué la science-fiction, mais aussi l'imaginaire collectif durant les 20 années suivantes, que ça soit au niveau esthétique ou thématique. Akira, Robocop, les jeux de rôle papier Cyberpunk 2013 et 2020 évidemment, l'album du même nom de Billy Idol qui s'en inspira, Ghost in the Shell, Total Recall, la série des System Shock, Johnny Mnemonic, Judge Dredd, Strange Days, Nirvana, G-Police, Final Fantasy VII, Matrix, Dark Angel, Avalon, la Synthwave, vous avez compris, la liste est longue. Capitaine, moi aussi je pourrais faire quelques achats chez Mr. Chrome. Hey, commencez pas, hein. La gueule scotchée. Capitaine a encore hurlé dans le salon toute la nuit. Je vais me faire un café. Je t'en fais un. Hurler toute la nuit, hein. Ah, vous êtes là. T'es pas à ton poste. Capitaine, vous me laissez boire mon café du matin?
Je suis sûr que t'as pas branché les notches dans les fotches. Je vois que vous vous y connaissez. Ce sont des notches. C'est Cyril qui s'en occupe. Vous savez où est le café? Il est sur l'étagère. Capitaine? Et sinon, c'est mon anniversaire. C'est beaucoup trop pour moi. Et en plus, il n'y a plus de café. Le succès de ce genre n'est plus à démontrer. Un succès déterminé par le contexte dans lequel il s'inscrivait. Le choc pétrolier, la fin des 30 glorieuses et le début de la catastrophe écologique. Et c'est bien cette illusion d'un avenir radieux que se charge de détruire le cyberpunk. Une destruction qui trouve son expression dans l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, Cyberpunk 2077. Il s'agit d'un jeu vidéo développé par CD Projekt, studio polonais à qui l'on doit la série des The Witcher, et qu'on peut surtout remercier pour l'excellentissime 3e épisode de la série. Non, sérieusement, si vous n'y avez pas encore joué, n'hésitez pas, moi je m'en suis toujours pas remis. Basé sur l'univers du jeu de rôle papier des années 80, Cyberpunk 2020, 2077 est un action RPG à la première personne en open world. L'histoire du jeu prend place dans un monde uchronique où la société s'est effondrée en 1996 du fait d'une crise économique sans précédent et laissant libre cours au délitement total de l'ordre mondial. Les nations ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, des méga-corporations décident de l'avenir de l'humanité, les améliorations corporelles sont devenues la norme, le cyberespace est une composante de la vie de chacun, et les disparités de richesse sont devenues encore plus criantes qu'autrefois. L'action se déroule à Night City, une mégalopole typique des dystopies futuristes, bien que plus ensoleillée que ce à quoi le genre nous a habitués. Une ville divisée en différents quartiers, City Center, Watson, Westbrook, Haywood, Pacifica et Santo Domingo, auxquels s'ajoutent les Badlands qui entourent la ville. Tous plus ou moins fréquentables, dirons-nous. Mais une chose est sûre, à Night City, la violence est présente partout, qu'elle soit physique, sociale ou économique. Elle n'épargne personne. Preuve permanente que l'utopie voulue par son fondateur, Richard Knight, n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous y incarnons V, un avatar personnalisable à tous les niveaux, genre, physique, vêtements, implants cybernétiques, ainsi que ses origines et ses compétences. Le scénario, quant à lui, est non linéaire et possède une narration avec plusieurs histoires intriquées et une forte liberté laissée au joueur tant au niveau des déplacements dans l'espace que dans le style de jeu qu'il voudra mener et dans les choix qu'il pourra faire. Bref, si The Witcher 3 avait déjà placé la barre très haut, il semble qu'avec Cyberpunk 2077, l'ambition soit au moins aussi élevée. Ça c'est bien ça. J'ai toujours rêvé de voir bleu, mec. Tu viens de dépenser 9000 perles pour voir bleu? Ah oui, mais pas n'importe quel bleu. C'est un bleu clin. Wouah, la vache! C'est quoi ce bordel? C'est la cybervision. Avec, tu peux visiter toute la galaxie. C'est pour ça que ça coûte 9000 perles. Je préfère voir bleu clin. C'est ça la vraie classe. Revenons-en au fond. Si le jeu porte le nom de Cyberpunk, c'est que de fait il s'oppose en pur représentant du genre. Une œuvre qui ne va pas uniquement remplir le cahier des charges par son univers esthétique, mais aussi via ses thématiques fondatrices. Le Cyberpunk cherche d'abord à nous interroger sur la frontière entre le réel et l'irréel. Un questionnement éternel des philosophes, puisque ceux-ci se sont longtemps penchés sur la nature des rêves, mais qui trouvent ici son évolution moderne avec l'avènement du monde virtuel. On aurait tendance à naturellement considérer le virtuel comme faisant partie de l'intangible, un univers de l'ordre du fantasme, qui n'aura pas de répercussions sur le monde physique. Pourtant, les impacts des événements ayant lieu dans le monde virtuel sont bel et bien réels, mesurables et des fois dévastateurs. D'autant plus que celui-ci a pris une place considérable dans la vie de chacun. Imaginez quelqu'un hack votre ordinateur personnel, il efface toutes vos données, il pirate votre compte bancaire, etc. Les effets sur votre vie sont immédiats, ça peut foutre la merde dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous pouvez vous retrouver sans thune. Ça risque pas d'arriver ici vu que vous êtes une pince. Ouais, bah j'en suis très fier. Personne ne m'a jamais rien volé. Ouais, achète ce turbo pif là. Oh mais il y a un ventilateur chromé en plus. Yes. Trop bien. Mais bien au-delà de cette vision terre-à-terre, le cyberpunk, en transportant directement l'esprit de ses personnages dans des mondes virtuels, va bien plus loin. Car outre le fait que dans certaines œuvres on peut y trouver la mort, c'est le cas dans Matrix, et là, bah, quand on se prend des balles dans le vide, clairement, ça vous paraît directement plus réel. Mais sans aller jusque-là, les mondes virtuels vont nous amener à questionner nos sens. Jusqu'à quel niveau ceux-ci définissent notre conception de la réalité?
car des simulations qui nous permettraient de ressentir les mêmes sensations que dans le monde physique seraient à même de nous tromper parfaitement sur le fait d'être présent ou non dans celui-ci. Et à partir de là, que cela soit réel ou non n'a plus aucune importance, puisque l'on arrive à un point où l'illusion est si crédible qu'elle ne constitue aucune différence dans notre expérience personnelle. C'est bien ça qui donne la réalité aux choses, ce que l'on va tirer d'une expérience, et les conséquences que cela aura. Car si vous avez fait l'expérience d'un événement traumatisant dans le cadre d'une simulation virtuelle, que celle-ci vous ait fait ressentir toute l'horreur de la chose, aussi bien au niveau émotionnel que physique, eh bien l'impact sur votre psyché sera le même que si l'événement s'était produit dans le monde réel. De votre point de vue, vous l'aurez vécu, et vous en parlerez comme quelque chose qui vous est réellement arrivé. En un sens, ce sera le cas, et vous en tirerez des leçons. Vous aurez changé à la suite de cette expérience. Et cette réalité, qui n'a plus grand chose de virtuel, Cyberpunk 2077 l'explore de plusieurs manières. Mais une m'a particulièrement intéressé. Le Braindance. Le breakdance? Une attraction de la fin du XXe siècle fabriquée par Ous Machinen Fabrik, composée d'une plateforme dodécagonale qui tourne et des nacelles qui tournoient. C'est 14 tours minutes, le plateau et 28 les nacelles. On s'en balèque, Zarbut! Tout le monde s'en fout d'Ous Machinen Fabrik! Mais... On s'en balèque! Le Braindance, donc, est un concept qui n'est pas sans rappeler le film Strange Days de Catherine Bigelow, que je vous conseille au passage, mais que le jeu actualise avec la réalité de l'époque à laquelle il est sorti. Le Braindance est le divertissement le plus populaire dans l'univers du jeu. Il consiste à streamer directement les souvenirs d'autres personnes dans votre système neural. L'expérience est telle qu'elle n'est pas comparable avec le fait de regarder un film. Vous n'êtes pas spectateur, non, vous êtes littéralement cette autre personne. Et comme tout divertissement, il s'agit d'une industrie qui produira son lot de superproductions, de stars et d'influenceurs, mais aussi de laissés pour compte. Des gens qui seront devenus si addicts au braindance que leur propre existence leur paraîtra ennuyeuse et banale. Ils deviendront parfaitement apathiques, incapables de reprendre contact avec le monde. On constate ainsi que le virtuel a des conséquences concrètes sur le réel, il en devient donc une part intégrante. La deuxième grande thématique du cyberpunk est une autre frontière, celle qui sépare le vivant du mécanique. En effet, dans le cyberpunk, les augmentations corporelles sont devenues mainstream. Un aspect passionnant qui amène à réfléchir sur deux aspects. Tout d'abord, le rapport au corps. Et je parle ici de ressenti physique. Dans le cyberpunk, les augmentations dont sont équipés les personnages nécessitent toutes des interventions particulièrement lourdes. En gros, il s'agit pas juste de se foutre des lentilles dans les yeux, hein. Et ça peut paraître cool d'avoir un bras robotique. Mais encore faut-il se le faire enlever. Bah oui. Et on ne parle pas ici de remplacer un membre qui a été perdu ou qui fonctionne mal, on parle de remplacer son bras biologique parfaitement fonctionnel par une prothèse. Et le fait est qu'il est assez contre-intuitif de se dire qu'on va se couper le bras pour le remplacer par autre chose, même si c'est par quelque chose qui améliorera nos capacités. La question qui peut se poser ici est d'ordre moral. Peut-on accepter ce qui est concrètement une forme de mutilation et de déshumanisation dans une logique pure de performance? Concrètement, dans les sociétés cyberpunk, cette question a été réglée depuis longtemps. La majorité des gens possèdent des augmentations ou souhaitent en avoir, et la notion de rapport au corps des individus de ces univers a complètement changé si on la compare à celle que vous aviez au début du 21e siècle. Et Cyberpunk 2077 ne fait pas exception. On peut y voir des augmentations corporelles, nommées cyberware, d'une telle ampleur qu'elles pourraient vous paraître monstrueuses, particulièrement invasives. On y a scarifié la peau, tranché les chairs, disloqué les os. Il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant dans le fait de voir des corps modifiés à ce point. Certains visuels rappelleraient, même inconsciemment, des éléments douloureux de l'histoire. Les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, par exemple. Et en nous interpellant ainsi, avec des visuels puissamment évocateurs, le joueur ou la joueuse ne manquera pas de se positionner quant à ce type de modification corporelle. Et le jeu montre bien que la société a particulièrement évolué à ce sujet via les différents types de cyberware qui existent. Les modèles low cost, les modèles grand public, les augmentations d'ordre militaire, mais aussi les cyberwares réservés à une clientèle richissime et qui n'ont pas d'autre but que d'être esthétiques, être dans la recherche du beau. On passe ici un cap, parce qu'on se coupe plus uniquement les jambes pour pouvoir courir plus vite, mais aussi pour qu'elles soient en cristal incrusté d'or. L'altérité devient alors totale. C'est un flic, c'est un cap, que dis-je? Je sens des odeurs de jasmin. Je sens toutes les étoiles de l'univers. Non! Ça, c'est le mode cybervision. Et pourquoi t'as des lunettes cybervision? Et toi, tu parles maintenant? Et pourquoi la boîte de Pardieu? Et pourquoi personne me dit qu'on a un compte chez Mr. Chrome? Ce qui est à moi est à toi, Cyril. Eh bien... Si c'est le capitaine qui propose... vas-y, prends-moi ça. L'autre aspect qui va nous permettre d'explorer un transhumanisme généralisé au niveau sociétal, c'est donc cette frontière entre le vivant et le mécanique, l'humain et le robot. Vous voulez dire que vous êtes inférieur, c'est ça? C'est un des questionnements éternels du cyberpunk, à la suite de multiples modifications corporelles, jusqu'à quel point peut-on considérer qu'un individu est encore humain? Pour résumer l'idée, il vous suffit d'imaginer un bateau. Avec le temps, on remplacera les voiles, les mâts,
la coque, l'ancre. À terme, chaque élément aura été modifié. Peut-on encore dire qu'il s'agit du même bateau? Et dans le cas où l'on changerait chaque partie de son corps, jusqu'à même finir par n'avoir plus aucune partie biologique, où s'est arrêtée l'humanité? Quand a commencé le robot? L'être qui résulte de ces transformations peut-il toujours être considéré comme vivant? Difficile de répondre. La limite se situe-t-elle au niveau du cerveau, siège de ce qui fait ce que nous sommes nous? Mais s'il est lui aussi remplacé petit à petit, est-on encore nous-mêmes? Et quid de l'âme alors? Si malgré toutes ces modifications nous restons nous, cela prouverait-il qu'elle existe? Les questionnements sont infinis. Le corps et l'esprit sont constitués d'innombrables composants, comme tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un individu avec une personnalité propre. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres. Mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences. Ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail, parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. Bref, ce n'est pas moi qui vais trouver la réponse ici et aujourd'hui, et ça mériterait un épisode entier pour en explorer toutes les facettes. Mais il était impossible de parler de cyberpunk sans l'aborder. Ces deux thématiques que nous avons explorées dépeignent en sous-texte un univers dur, où les valeurs morales ont été parfaitement bouleversées, et où le cadre légal s'est considérablement effacé afin de laisser libre cours à toutes les entreprises. En découle ainsi la dernière grande thématique du cyberpunk, la destruction de l'État-providence et le règne de l'ultralibéralisme économique. En effet, dans ce genre, et Cyberpunk 2077 ne déroge pas à la règle, les États-nations ont soit disparu, soit sont considérablement affaiblis face à la montée des corporations capitalistiques qui dirigent le monde. Dans le jeu, cet état de fait s'exprime dans toutes les strates de la société. Au niveau politique déjà, car si Night City se veut être une démocratie qui élit son maire au suffrage universel, en réalité le conseil municipal est composé de représentants des grandes entreprises ayant des intérêts dans la ville. Autre exemple signifiant, les forces de l'ordre. S'il reste des policiers à l'ancienne, ceux-ci sont sous-équipés et en sous-effectif. Et s'ils répondent à l'autorité du maire sur le papier, au final, c'est le conseil municipal qui tire les ficelles. De plus, leur juridiction ne s'étend que dans les zones non contrôlées par les corporations, dans lesquelles des milices à leur solde font régner l'ordre. En gros, on assiste à la privatisation des pouvoirs régaliens. Ce qui est moyen cool. C'est aussi la fin du contrat social qui assurait un minimum de protection pour chacun. Ici, c'est la recherche du profit, de la productivité et de la rentabilité qui domine la société. Sauf qu'elle s'accompagne d'un contrôle encore plus fort qu'auparavant. Car outre la perte de législation protectrice que l'on peut aisément imaginer, les mégacorpos finissent par même détenir les individus. Et ouais, vous, au 21e siècle, toutes les conneries que vous achetez avec l'obsolescence programmée, elles finissent par tomber en panne. Faut en racheter ou bien les faire réparer, souvent auprès d'un seul constructeur, puisque les pièces ou les softwares qui font que ça fonctionne sont sous licence. Et vous pensiez que ça allait être différent avec les cyberwares? Les corpos n'ont aucun intérêt à être vertueux à ce niveau-là. En acceptant de modifier votre corps, c'est un engagement à vie. Si votre bras tombe en panne et que vous n'avez pas les moyens de le remplacer, c'est foutu pour vous. Vous vous retrouvez sans rien. Là où avant, vous aviez un bras biologique bien à vous. Et lui, il n'avait pas besoin d'être sous garantie. Il a une sacrée poigne. Bon, au moins on apprend que dans Cyberpunk 2077, la technologie de base des implants est standardisée et que des augmentations de marques différentes peuvent fonctionner ensemble, mais cela ne change pas le fait que l'on reste entièrement dépendant de ces entreprises. Les corps et les individus deviennent des marchandises, au sens le plus total. Et c'est ainsi qu'est défini l'individu dans les sociétés du cyberpunk. Un hyperconsommateur produit. Et si l'on ajoute à ça la surveillance systématique inhérente à ce type de société, tant dans le virtuel que dans le réel, la vie n'est clairement pas rose pour les citoyens. Ils sont aliénés et leurs libertés sont fortement restreintes. Il est intéressant de mettre en parallèle cet asservissement que connaissent les individus dans les univers cyberpunk et le fait que le jeu laisse une grande liberté aux joueurs. Car il est clair que le plaisir d'y jouer ne serait pas du tout le même si nous devions incarner un personnage lambda qui n'a aucun pouvoir sur son environnement et qui serait complètement esclave de la société dans laquelle il vit. L'aspect ludique du jeu est décuplé dans le fait d'avoir un personnage dont les possibilités sont multiples et personnalisables à l'envi, mais qui en plus évolue dans un cadre où les autres personnages sont eux limités par rapport aux joueurs. C'est ainsi que le jeu nous propose de nous approprier l'univers, l'histoire qui nous est proposée, et d'une certaine manière, la modeler. Voilà, citoyennes et citoyens, j'espère que l'exploration de ce genre passionnant qu'est le cyberpunk au travers du jeu, Cyberpunk 2077, vous aura donné envie de découvrir l'un et l'autre. En tout cas, je suis curieux de voir si le genre connaîtra un regain d'intérêt dans les années suivant la sortie du jeu. Car comme je vous le disais, le cyberpunk était moins en vogue au début du 21e siècle. Cyberpunk 2077, étant basé sur Cyberpunk 2020, est pleinement l'héritier de la vision que l'on avait du futur dans les années 80. Tant au niveau de la recherche graphique, car certains éléments sont inspirés d'une vision futuriste des codes de cette époque, qu'au niveau des technologies, qui restent fondamentalement mécaniques, là où quelques signes montraient que le 21e siècle prenait plutôt la direction de la bio-ingénierie et de la biomécanique.
Et c'est bien pour cela qu'on finit par émerger d'autres genres, comme le post-cyberpunk ou le biopunk, dont j'espère vous parler un jour. Mon Dieu, regardez ça. Change voir de couleur là. Ainsi se termine cet épisode sur le cyberpunk que vous aviez été nombreuses et nombreux à demander. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur le Nexus. Adieu, capitaine. En même temps, il fallait bien que ça arrive un jour. Bon ben, ça sera pour une prochaine fois. Della città largo la 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 presto bottega che l'alba già presto la 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 la. Allez vous deux, qui s'occupe des filtres notch? Bon, je vais me faire un café. Café, t'as sec. C'est moi qui m'occupe des notches. Mais pas là. Chers clients, merci pour vos nombreux achats. Veuillez débrancher vos terminaux, nos services vont bientôt fermer. Nos programmes de réalité virtuelle restent cependant disponibles. Nous vous souhaitons... Je ne vous en veux pas, cher équipage. Pour fêter tout cela, j'invite Zegma Pizza pour tout le monde sur Fluston Paradise. Nexus 6, en avant! Hey, tu te fous de ma gueule? Ce sont des notches.